Je te remets le micro. Merci. C'est qui ton invité du coup aujourd'hui? C'est moi. Je savais que je voulais quelque chose d'assez gros, j'ai investi dedans aussi jusqu'à mon dernier centime. Après je pourrais faire autre chose avec, je pourrais m'acheter une bague Cartier. J'ai toujours eu cette vision-là vraiment très claire par contre. J'avais tête baissée mais je suis pas fou, je sais ce que je fais. Je pense que la partie la plus dure c'est de fédérer. C'est très dur de fédérer justement une équipe, fédérer une communauté. Et je suis pas toujours fier de tout mais ça ce truc de fédérer, genre c'est tellement important. Chaque fois vous êtes là et ça c'est un truc, c'est priceless aussi. Moi j'ai pas de difficulté mais c'est pas grâce à moi tout seul, ça c'est clair. Il n'y a eu aucun moment où tu as pu douter de ce projet-là et penser à tout arrêter? Si, tous les jours. Je prends vraiment l'exemple, je pense, de cet épisode avec la journaliste de guerre parce que je pense que c'est celui qui m'a vraiment le plus chamboulé. Et genre, j'étais rentré chez moi le soir, je me suis dit mais pourquoi je fais ça en fait? Pourquoi faire? Pour aller où? Si tu le fais en disant je le fais pour l'argent, c'est bien, grand bien te fasse, tu vois. Mais généralement, tu vas dans le mur. Si cet épisode qu'on est en train de tourner, c'était le dernier que tu as enregistré, tu dirais quoi? Ce sera pas le dernier. Bonjour, qu'est-ce que je peux vous servir? Un expresso s'il vous plaît. Attends, Tu me réajustes. je te remets le micro. Vas-y. Merci. C'est qui ton invité du coup aujourd'hui? C'est moi. C'est moi mon invité parce que j'ai envie de faire un épisode un peu en solo là aujourd'hui pour expliquer pourquoi un expresso s'il vous plaît, pourquoi j'ai créé ce podcast, où j'en suis et raconter un petit peu en fait cette histoire parce que finalement ça fait plus d'1 an et demi qu'on a créé le podcast et on a enchaîné un peu les épisodes etc. Mais on ne sait pas vraiment le storytelling, comment ça s'est créé, pourquoi j'avais eu l'envie de le créer, etc. Et de voir un petit peu comment j'ai mis tout en place, comment je vais trouver mes invités, par où je suis passé, est-ce que j'ai reçu des critiques, comment je les ai pris. Parce que je suis quelqu'un d'assez, on ne sait pas forcément, mais je suis quelqu'un d'assez sensible, donc du coup, c'est vrai que les critiques, ça peut pas, c'est pas toujours évident pour moi. Du coup, j'ai envie de raconter un peu cette histoire-là. On va revenir au début. Pourquoi toi tu as créé ce podcast? Pourquoi ce nom surtout? Pourquoi un expresso s'il vous plaît? Alors, d'abord, pourquoi j'ai créé le podcast? Parce que de base, donc moi, je suis agent d'influenceur. Je fais aussi de la stratégie pour les marques. J'avais lancé mon agence du coup quand j'avais 24 ans. J'en ai 27 aujourd'hui. Ça fait 3 ans maintenant que j'ai ma boîte. Et en fait, au milieu du coup de cette aventure avec l'agence, j'avais décidé d'avoir un peu un side project. J'avais besoin de faire autre chose. Je pense que ça me prenait beaucoup psychologiquement aussi la partie down management, la partie stratégie. Et j'avais besoin de faire quelque chose qui me ressemble peut-être un peu plus, où j'apprenne aussi davantage sur un autre métier, sur ce qui peut se faire aussi différemment dans l'entertainment. Et j'avais vraiment envie aussi d'écouter en fait des histoires de personnes que je connaissais pas forcément pour sortir de ma zone de confort et de justement tenir ces conversations, de partager des valeurs parce qu'en fait chacun a un peu un parcours de vie. Je veux dire, on est 8 milliards aujourd'hui sur Terre, on est 8 milliards de personnes un peu différentes avec tous des parcours un peu atypique. Et c'est vrai que c'est des discussions en fait que j'aime bien avoir quand par exemple je prends un petit expresso en terrasse avec mes potes. On est toujours en train de parler mais genre de tout et de rien. On refait le monde complètement. Et du coup je me suis dit en fait un expresso s'il vous plaît parce qu'en fait c'est la phrase que tu dis quand tu es en terrasse. Qu'est-ce que je peux vous servir? Un expresso s'il vous plaît. Et je me suis dit le marketing est fort parce qu'en fait des gens retiennent ça. Et c'est une phrase qu'on dit quasiment quotidiennement si tu vas prendre un expresso etc. Et du coup voilà un peu le storytelling. Je sais pas si c'est compréhensible ou pas ce que je dis. Si, carrément. Mais en tout cas, c'est un peu l'idée, c'est vraiment ça de comme si on prenait un expresso, d'avoir une conversation hyper sincère, en partageant nos états d'esprit, nos valeurs, de façon assez posée, chill, voilà. Tu m'as parlé de ta volonté de découvrir autre chose à côté de l'influence. Exact. Dans quel état d'esprit, mis à part ça, tu étais à ce moment-là, au début, quand tu as créé ce podcast? C'est une très bonne question. C'est une bonne question parce que honnêtement, c'est dur de se remettre sur l'état d'esprit qu'on avait à ce moment-là, mais honnêtement, je pense que c'était un état d'esprit un peu de fonceur. J'avais peur de rien, justement, et peut-être qu'aujourd'hui, justement, j'ai un peu plus peur des choses, et c'est marrant parce que ça devrait être l'inverse, mais parce que justement, vu que les projets ont pris de l'ampleur, l'agence a pris de l'ampleur, du coup, je pense que chaque move est peut-être un peu plus calculé aujourd'hui. J'aimerais bien des fois, justement, retrouver, et je le retrouve justement, notamment en faisant cet épisode aujourd'hui, en solo, c'est vraiment une sortie de zone de confort, retrouver un peu ce truc de spontanéité, de dire j'ai peur de rien, de toute façon, qu'est-ce que j'ai à perdre, au pire ça marche pas, au pire j'aurais tenté, et on avance. Aujourd'hui je trouve que j'ai un peu plus de responsabilité, donc du coup forcément j'ai un peu plus peur de ça, mais à l'époque c'était ça mon état d'esprit, c'était en mode j'ai envie de faire ça, ça me pop dans ma tête, let's go, on y va, on avance, on fonce et on réfléchit pas. Mais donc tu fonçais un peu tête baissée à ce Tête moment-là. baissée, exactement. Qu'est-ce que toi tu cherchais? Est-ce qu'il y avait une motivation profonde au début sans forcément que tu le dises à voix haute? Je pense que c'était découvrir des personnalités,
Et comme je disais juste avant, partager des valeurs. Il y a plusieurs valeurs moi, qui me touchent dans la vie, que ce soit sur différents épisodes que j'ai fait jusqu'à maintenant. Je pense que chaque épisode représente peut-être une partie de moi. On va prendre par exemple l'épisode avec les sportifs que j'ai tourné. Ça me touche énormément parce que c'est des gens justement qui foncent un peu tête baissée. Même s'ils sont jeunes aujourd'hui, moi les sportifs que j'ai interviewés, ils avaient entre 20 et 22 ans. C'était Jules Bouillet et Antoine Ferranti. Et ces gens, ça fait 10 ans qu'ils s'entraînent. Et c'est des valeurs justement de rigueur. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai aussi moi dans l'entrepreneuriat. Ensuite de ça, on va prendre le dernier épisode que j'avais sorti avec la grande dame sur les valeurs sur la communauté LGBT, sur aussi tout ce qui est un peu l'univers créatif, la difficulté de l'univers créatif et de sortir de sa tête quelque chose sur justement que ce soit en vidéo, que ce soit en musique, voilà, la difficulté de sortir quelque chose de son esprit et exposer aussi toutes les valeurs liées à la communauté LGBT, notamment comme on avait dit sur le sexisme dans la communauté LGBT, les gens qui shade, les homosexuels qui sont un peu trop féminins, etc. C'est quelque chose qui a aussi fait partie de mon parcours, c'est quelque chose que je refuse. Donc voilà, je pense que chaque valeur en fait, qui est exprimée, même si on prend Aimé Simone aussi, où il partage son parcours de résilience pour sortir justement de la drogue, sur des choses, la résilience c'est quelque chose de très important, je pense aussi dans la vie en général pour tout un chacun. Voilà, je pense vraiment tous les parcours à chaque fois m'ont beaucoup touché et représentaient peut-être une partie de moi, in a way. Et c'est pour ça à la base que je voulais parler de tout ça. Mais là, du coup, j'ai l'impression que la place que tu occupes et les causes que tu défends, elles sont assez claires. Mais est-ce que toi, au début, tu avais une vision claire ou c'était plutôt flou de te lancer dans ce podcast? Non, ça n'a jamais été flou, même si je l'ai fait par impulsion. En soi, ça n'a jamais été flou parce que direct, quand on l'a lancé, je savais que je voulais quelque chose d'assez gros, avec une grosse prod. Je voulais mettre les moyens dedans. J'ai investi dedans aussi jusqu'à mon dernier centime. Il y a des mois où je me suis retrouvé vraiment avec plus grand-chose parce que je me suis dit, allez, j'ai envie de faire une bonne prod, de produire des beaux épisodes. Et peu importe si ça marche pas. Je veux dire, il y a des épisodes qui ont très bien marché, il y en a d'autres où tu t'écrases juste après. Par exemple, celui de Jules Bouillet a très bien marché. L'épisode juste après, je me suis écrasé par terre et je me suis dit oh putain, genre, je suis en train d'investir là-dedans et je suis en train de me planter. Et en fait, cette peur-là, et j'ai essayé de la surmonter en me disant c'est pas grave, c'est pas parce qu'il y a un épisode qui marche pas que je vais pas réinvestir après dans un autre, etc. Et en fait, j'ai toujours eu cette vision claire de me dire je sais ce que je fais, je sais où je veux aller, j'ai confiance en le projet, il est bien ficelé, j'ai mis en place une DA, j'ai une prod qui est incroyable avec moi, qui sont là, qui sont très calmes, voilà, j'ai une prod qui est incroyable avec moi, etc. Et j'ai énormément de chance et je me dis allez on y va et j'ai toujours eu cette vision-là vraiment très claire par contre. Genre j'avais tête baissée mais je suis pas fou, je sais ce que je fais. Donc dès le début, tu t'es dit que ça allait marcher dans tous les cas. Il n'y a pas un moment… En fait, si tu crois pas en ce que tu fais, personne ne va y croire à ta place. Au pire, ça prend du temps, ça prend 1 an, ça prend 2 ans, ça prendra peut-être 3 ans, 4 ans. Peu importe, je me suis dit, allez, on y va et on fait fonctionner ce truc. Et à aucun moment, je me suis dit que ça n'allait pas marcher. Moi, j'y crois. Et surtout, ce qui me fait croire à ça, c'est même pas justement moi. Moi, je suis peut-être bourré justement de doutes. C'est plus les gens qui font confiance, je veux dire, les lieux dans lesquels on a tourné, les retours sur les réseaux sociaux. Vous aussi qui me suivez, ma prod, de base, je suis là, il n'y a aucune raison de me faire confiance et vous êtes là parce que vous croyez au projet, vous croyez en moi. Et en fait, c'est ça qui me fait avancer aussi et qui me fait me rendre compte que le projet tient la route. C'est vraiment l'extérieur plus que moi à l'intérieur. Et maintenant que ça fait plus d'1 an que tu es lancé là-dedans, quelle a été la partie la plus dure dans le fait de produire ce podcast? Je pense que la partie la plus dure, c'est de fédérer en fait. Je pense que c'est vraiment, et même dans mon taf en général, c'est de fédérer. C'est très dur de fédérer justement une équipe, fédérer une communauté, de faire monter les stats aussi, etc. Je pense que c'est ça la partie la plus dure et surtout de continuer à faire les choses sans aussi regarder peut-être les statistiques, etc. Et se dire je le fais parce que j'aime ce que je fais, parce que j'ai envie de partager telle ou telle valeur. Et du coup après tout découle et tout fonctionne. Mais se détacher vraiment de ce côté, regarder les autres statistiques. Voilà, tout ça. Et fédérer, je pense que c'est vraiment c'est ce truc-là. J'y pense souvent à ce de fédérer, même avec les gens qui travaillent avec moi vraiment au quotidien. C'est là aujourd'hui, je pense que j'ai réussi à le faire. Et je suis pas toujours fier de tout, mais ça, ce truc de fédérer, c'est tellement important. Mais tu le fais très bien d'ailleurs. Merci. Et là aujourd'hui c'est intéressant, c'est un peu spécial, c'est toi qui est au centre du sujet. Ouais, c'est dur. Hein. Depuis le début, nous on voit tout en surface, mais est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus justement comment toi tu prépares tes épisodes? Je les prépare de différentes manières. Souvent, je fais beaucoup de recherches quand c'est la personnalité publique, par exemple. Là, on a pris un nouveau tournant. Je sais pas si l'épisode avec Claire Cambier, la journaliste de guerre, sera sorti quand on va sortir cet épisode-là. Mais en tout cas, sur les personnalités publiques, parce que là, on a pris un tournant un peu plus sociétal.
Je prépare vraiment l'épisode en faisant mes recherches sur la personne. Je peux pas arriver en fait sur le set en me disant je connais pas la personne. Pour que je puisse rebondir, faut que je sache la vie de la personne, un petit peu ses valeurs, qu'est-ce qu'elle a fait, qui elle est, un peu sa personnalité, etc. Donc je regarde pas mal d'interviews aussi des personnes avant que je les interviewe moi, pour savoir ce qu'ils ont déjà dit, pour pas redire la même chose aussi. Alors voilà, je les prépare comme ça. Souvent il y a quand même une longue préparation parce que déjà j'aime bien apprendre et j'ai pas envie d'arriver effectivement en étant là, en me disant je suis là juste pour être là et parce que je sais même pas de quoi je parle quoi. Genre non. Et pour l'épisode notamment, là du coup sur le tournant un peu sociétal qu'on prend sur la journaliste de guerre, là je l'ai préparé effectivement en visionnant pareil son travail. En fait j'ai fait le même principe que les personnalités publiques, mais ça a été très intense pour moi parce que j'étais un peu abreuvé du coup d'images de guerre aussi pendant plus de 2 semaines. Parce que ça a duré 2 semaines en préparation, je me suis pris en pleine tête un peu une autre réalité, même si je savais qu'elle existait. Je ne peux pas fermer les yeux là-dessus, mais en fait de le vivre et d'avoir quelqu'un qui le vit aussi sur le terrain en général, dont c'est son métier, c'est vraiment un autre délire. Et c'était très prenant. J'étais dans une tristesse vraiment le jour avant de tourner, le jour où on a tourné. Je pense que j'étais vraiment, j'avais bien dormi, j'étais en mode allez go, on y va, je me mets dans le personnage et tout. Et 2 heures après le tournage, je me suis réeffondré, etc. parce que c'était tellement lourd comme épisode. Je pense que c'était l'épisode le plus intense que j'ai fait depuis le début. Ça m'a rappelé aussi pourquoi j'avais créé ce podcast et ça a été hyper touchant et hyper intéressant pour moi aussi humainement. Ça remet vraiment aussi un peu l'église au milieu du village, comme on dit. C'est intéressant que tu nous parles de cet aspect émotionnel, enfin en tout cas le fait d'être surchargé émotionnellement avant le tournage, après le tournage, Même là ça me donne envie de, je sais pas pourquoi j'ai envie de chialer là, genre tu vois, c'est des micros tendus vraiment, des gens qui sont dans l'ombre, qui font des tafs de fou. Et même sur ce tournage-là, même vous étiez complètement effarés. Je veux dire, moi j'ai vu, même toi Quentin, t'as posé une question derrière la caméra en mode sur les PTSD, etc. J'étais en mode, tout le monde était hyper intéressé. Il était intense cet épisode, c'était vraiment. Là, ça fait 4-5 jours qu'on l'a tourné. Je sais pas s'il sera sorti quand on sortira ça, mais genre même 4-5 jours après, justement, j'ai l'impression d'avoir un PTSD, tu vois. C'est fou, c'était vraiment une histoire de dingue. Et hormis cet aspect émotionnel sur lequel tu as quand même bien parlé, est-ce qu'il y a d'autres difficultés que tu as pu rencontrer dans certaines préparations? Non, pas vraiment. Honnêtement, j'ai pas forcément rencontré vraiment de difficultés. Je suis vraiment dans l'instant, comme là je disais en arrivant sur le tournage par exemple avec Claire, tu te mets dans ton truc, tu fais ton interview, etc. Et j'ai toujours été vraiment plus poussé par vous, tu vois, ma prod, etc. À chaque fois, même quand je peux avoir un stress, quand je peux avoir justement de l'émotion ou quoi que ce soit, à chaque fois, vous êtes là et ça, c'est un truc, c'est priceless aussi. Donc non, moi j'ai pas de difficulté, mais c'est pas grâce à moi tout seul, ça c'est clair. Il n'y a eu aucun moment où tu as pu douter de ce projet-là et où tu as pensé à tout arrêter? Si, tous les jours. Non, en vrai, tous les 2 jours, ça m'arrive. Je prends vraiment l'exemple, je pense, de cet épisode avec la journaliste de guerre parce que je pense que c'est celui qui m'a vraiment le plus chamboulé. Et 2 jours avant, j'avais Alexandre, notamment, avec qui je travaille, on est aussi amis, qui m'a posé la question, il m'a dit est-ce que t'es prêt? Je lui avais dit oui alors qu'en fait j'étais pas du tout prêt. Et j'étais rentré chez moi le soir, je me suis dit mais pourquoi je fais ça en fait? Pourquoi faire? Pour aller où? J'étais vraiment en mode c'était too much quoi. Et en fait, bien sûr que si ça a du sens, je me disais, de toute façon, je vais craquer face caméra, je vais pas être pro, je vais pas être bon, etc. Puis même, c'est une journaliste aussi, je suis pas journaliste de base, voilà, si, des doutes, je peux en avoir tout le temps. J'ai peur des blancs aussi, j'ai peur des blancs quand par exemple, je vais être concentré dans la parole de quelqu'un, etc. Et j'ai peur qu'en fait, du coup, je perds le fil de mon interview et que j'arrive pas à rebondir. J'ai peur de ça. Ça fait partie de tes stress? Finalement, oui. Permanent. In a way, oui. Les tournages, ouais. Et non, je peux être bourré de doute aussi pour le côté financier, de me dire que j'investis quand même pas mal dans cette proche, je pourrais faire autre chose avec, je pourrais m'acheter une bague Cartier. Mais non, j'ai envie de le faire, j'ai vraiment envie de poursuivre et de l'emmener loin ce projet. Mais bien sûr que oui, je peux avoir plein de fois envie d'arrêter, et je pense que c'est sain en fait aussi. Je pense que ce serait l'inverse qui serait peut-être plus inquiétant. Parce que finalement, oui, j'ai envie de le faire, mais je l'arrête pas, parce que j'ai pas envie de le faire, j'ai pas envie d'arrêter. Est-ce que tu as déjà reçu des critiques qui ont pu participer à ce doute, justement? Ouais, il y en a quelques-unes. J'en avais une sous l'épisode de Aimé Simone sur YouTube en me disant qu'il aurait mérité un meilleur intervieweur. Il y a d'autres commentaires aussi après qui sont hyper positifs du coup au-dessus, et il y en a un qui est négatif. Écoute, c'est tout, faut tout pour faire un monde. Ça se trouve, Jacqueline, je suis pas un bon intervieweur et c'est ok. Mais pour d'autres, c'était une interview qui était très deep, qui était hyper intéressante. Donc voilà, je pense qu'il n'y a pas de...
Il n'y a pas de règle là-dessus et je pense que ça fait partie du jeu aussi. Je veux dire, si tu plais à tout le monde, tu plais à n'importe qui et forcément qu'il y en a forcément qui vont pas aimer ton style, qui vont pas aimer la façon dont tu présentes ton projet, etc. Mais les critiques, je pense que les plus dures, elles venaient un peu inside, genre inside aussi des gens que je pouvais côtoyer dans mon taf, dans la famille aussi. On m'a pris comme ça par l'épaule et on m'a dit « Mais Melchior, dis-moi, tu le fais pour la gloire du peuple ?» Comme ça, et tu sais, j'avais pas compris la question, j'ai dit la gloire du peuple, de quoi elle parle. Et en fait, c'était pour me dire qu'en gros, je gagnais pas d'argent sur le projet. Alors effectivement, oui, c'est vrai, je dépense plus que je gagne d'argent sur ce projet, clairement, genre j'en gagne pas. Mais je le fais pas pour ça, en fait, encore une fois, et ça peut venir après. Et je pense que aussi, moi, ce que j'avais répondu à cette personne, je lui avais dit, en fait, à partir du moment où tu crées un projet, que ce soit une marque de vêtements, que ce soit, je sais pas, justement un podcast ou n'importe quoi, si tu le fais en disant, ah, je le fais pour l'argent, c'est bien, grand bien te fasse, tu vois. Mais généralement, tu vas dans le mur. Parce que tu fais pas forcément pour l'argent, tu fais parce que tu as envie de le faire, parce que tu as la passion de le faire. Et après, l'argent vient, parce que forcément, à un moment donné, il faut que ça vienne. Mais de base, tu le fais pas pour ça, tu le fais parce que tu fais avec tes tripes, je veux dire, tu vois. Et je trouvais que c'est tellement déplacé comme phrase, j'ai envie de quitter la pièce, de partir, je me dis putain, ça me fait chier. Après, j'avais eu aussi, c'est dans ma famille, je dirais pas la personne qui m'a dit ça, mais en gros, c'est après qu'on avait tourné l'épisode avec Antoine Ferranti, qui est effectivement très stock. Et justement, je m'étais un peu battu parce que je suis pas toujours quelqu'un qui a confiance en soi non plus sur tout. Et justement, je me disais, bah tiens, putain, je me sentais bien à côté de lui, genre en mode, on a dead les photos, merci Quentin. Du coup, je me sentais justement pas trop petit, pas trop frêle ou tout ce que tu veux. Et un jour, en arrivant, du coup, on m'a dit « Ah, t'avais l'air frêle à côté du sportif ». Alors que dans ma tête, j'avais démonté pendant 3 jours après avoir sorti les photos, justement ce truc de « Ah, j'ai l'air frêle ou pas frêle », tu vois. Et je me sentais bien, etc. Et là, bim, on met le doigt sur le truc qui me touche le plus, en fait. Je suis en mode « What the fuck ?» Et tu vois, c'est un peu dégueulasse parce qu'en fait, toi, t'es quoi? Genre, tu viens de permettre de me dire des choses, de venir critiquer mon travail, etc., de me dire, m'encourager et de me dire « Ah, c'est bien ce que tu fais, etc. » Je pense que c'est même un truc général, je pense en France aussi, de oublier d'encourager les gens, de dire que même le moindre petit move et de te dire bah tiens, genre c'est pas mal ce que tu fais, bon tu devrais peut-être plus le faire comme ça, mais c'est bien déjà, tu vois. Et c'est cool, moi j'ai des amis qui me disent des fois ah c'est génial ce que tu fais, par contre tu aurais peut-être changé peut-être juste ça. Et tu prends le truc ou tu le prends pas, mais c'est plutôt bienveillant. Et t'as des gens, ils arrivent juste, ils font rien, tu vois, et ils te détruisent ton projet comme ça, ou te détruisent même physiquement ou ta personnalité, etc. en te disant ah ouais t'es comme ça, attends, mais toi tu fais quoi, excuse-moi, tu vois. Si tu devais évoquer des passages qui t'ont personnellement le plus marqué. Il y a plusieurs choses qui m'ont marqué. Je pense que dans chaque épisode, il y a quelque chose qui m'a marqué. Si je prends Wendy Swan, notamment le tout premier épisode que j'ai fait, quelqu'un vraiment, Wendy Swan, par contre, c'est vraiment quelqu'un, je sais pas si elle écoutera cet épisode-là ou pas, mais que j'aime énormément. C'est quelqu'un d'hyper doux, qui est sur les réseaux, qui est très exposé, etc. Et on dirait pas qu'elle a du struggle, notamment avec sa santé mentale, etc., avec un peu de la tristesse, un peu de la dépression, etc., de l'anxiété. Quand elle en a parlé du coup dans l'épisode, c'est pas quelque chose dont j'étais très au courant. Je savais un petit peu que ça existait parce que j'avais fait mes recherches, etc., mais je savais pas à quel point. Ça m'a beaucoup touché. Ça m'a beaucoup touché. Quelqu'un qui a l'air hyper forte et bien dans ses baskets, etc., en fait, a des moments de doute aussi et ça rend le truc très humain. Et en fait, parce que oui, ça arrive à tout le monde. Il y a Aimé Simone aussi avec sa résilience, avec son combat contre la drogue qui m'a beaucoup touché. Jules Bouillet avec ses valeurs où je me dis le mec il a 22 ans, il sait où il va, il a une gentillesse incroyable, genre c'est choquant, genre vraiment il m'a énormément touché et je pense que l'un des épisodes vraiment qui m'a vraiment touché c'est vraiment celui aussi avec Claire Cambier sur le journaliste de guerre où c'était un sujet très intense comme j'ai dit juste avant. Je t'ai cité 4 épisodes mais Antoine Ferranti c'est pareil. C'est quelqu'un où le mec, on lui a dit pas mal de fois, mais il se prend pour qui ce mec, etc., avoir confiance en lui comme ça, alors qu'en fait, c'est quoi le problème d'avoir confiance en soi? Enfin, je veux dire, il y a plein de choses où je peux relate à chaque épisode, quoi. Dans les épisodes dont tu m'as parlé là, des passages qui t'ont beaucoup marqué et touché personnellement, est-ce que justement ce côté, en tout cas, le côté émouvant, ça a participé à ta volonté de prendre un tournant dans ce podcast, d'évoquer des sujets plus sociétaux? Ouais, j'avais envie d'avoir plus mal, en fait. Non, honnêtement, j'avais des larmes à sortir. Non, honnêtement, oui, bien sûr, parce qu'en fait, je pense que c'est quelque chose qui me touche à chaque fois et que j'avais envie, de l'exprimer davantage. Et effectivement, de donner sûrement peut-être plus la parole aussi à des gens qui sont un peu plus dans l'ombre aussi, mais qui ont des métiers complètement dingos et où tu dis que c'est des forces de vie incroyables, quoi. Ouais. Donc j'ai envie d'aller plus vers ça, ouais. Parce que finalement, dans les épisodes que tu as pu tourner lors de la première saison ou la deuxième saison, il y a quand même des moments qui ont été très touchants. Qu'est-ce qui suffisait pas dans l'ancienne version? C'est le fait que c'était
tes personnalités publiques, c'est le fait que c'était pas des Non, gens je de suis l'ombre? très content honnêtement de ce qui a été fait. C'est juste que c'est plus un besoin d'évolution dans le sens où je vais continuer à faire de la personnalité publique parce que j'aime bien ça aussi. Et c'est des parcours aussi très intéressants, c'est des personnalités aussi à fleur de peau pour beaucoup. Ils ont vécu des trucs de dingue en accéléré parce que là, ce qu'on oublie c'est aussi que la notoriété c'est vraiment une vie en accéléré. Je veux dire, tout est toujours plus intense, etc. Et c'est très très intéressant. Après, je pense qu'en fait, comme je disais, on est 8 milliards sur Terre et il y a d'autres parcours aussi à exprimer. Et j'avais envie de faire des choses différentes, de tester des choses différentes, de donner la parole à des gens qui, ouais, comme je disais juste avant, qui sont un peu plus en retrait. Et est-ce que toi, ça te fait peur de changer, là, de prendre un nouveau shift? Non, ça n'avait pas peur du tout parce que justement j'ai envie de continuer à apprendre différemment. J'ai énormément appris et j'ai envie de continuer à vraiment apprendre là-dessus et de toucher des sujets que je connais peut-être moins bien pour justement m'informer là-dessus avant de tourner l'épisode. Genre voilà, je veux aller plus loin en tout cas et effectivement pour toucher plus large, ça c'est clair. Donc non, ça n'avait pas peur du tout. Honnêtement, ça me stimule justement. Et là, aujourd'hui, tu es au centre du sujet. Et justement, toi, aujourd'hui, qu'est-ce que ce podcast il t'a appris sur toi? Ma sensibilité, je pense, parce qu'en fait, ça a toujours été là. Mais je pense que je la cachais un peu parce qu'on m'a toujours un peu appris aussi à la cacher. Tu dois pas pleurer, tu dois pas être trop expressif, être trop en fait, tout simplement. Alors qu'en fait, on est suffisant comme on est et qu'effectivement, si tu es touché par quelque chose, exprime-le. Si t'as quelque chose qui t'énerve, exprime-le. Si tu as envie de t'habiller de telle façon, habille-toi de telle façon. En fait, juste sois toi-même. Et je pense que ça m'a appris à être moi-même. Genre déjà, rien que l'exercice en fait d'être devant la caméra. Là, je suis tout seul devant la caméra aujourd'hui parce que j'ai envie de faire cet épisode. Je pense que quand j'ai lancé le podcast, j'étais incapable de le faire. Et justement, je le fais parce que j'ai envie d'avoir ce shift aussi, de raconter un peu le parcours et l'histoire. Ça n'intéressera peut-être personne, hein, j'en sais rien, et on verra. Mais en tout cas, genre c'est un truc, se retrouver face caméra et se dire j'ai pas à être assez beau, j'ai pas à avoir mes cheveux assez faits, on va me critiquer sur ça, j'ai un bouton là, tu vois. Et genre en fait, c'est un truc, ça m'a complètement sorti en fait de ça, de tourner, parce que t'es filmé sous tous les angles, t'as tes équipes qui te regardent, etc. Des fois tu bégayes, des fois tu peux dire de la merde parce que tu as perdu ton fil. Des fois tu pars dans un tunnel, il y a 1000 trucs et en fait c'est une thérapie le truc. Genre tu te dis écoute, à un moment donné j'ai investi, j'ai produit, c'est tourné, faut que je le sorte, il faut que je l'expose à tout le monde. Et peu importe après si ça marche pas, etc. Mais on s'en fout, on enlève cette peur et tant pis, il y aura toujours quelqu'un qui te trouvera pas assez beau, pas assez bien, voilà. Et c'est pas le sujet en fait, je pense. Je pense que le sujet c'est le fond. Et en fait, il faut remettre, je pense, le fond au centre. Quelle est ta plus grande fierté? Plus grande fierté, c'est vous. Non, honnêtement, non mais tu sais que c'est vrai. Ça, il en perd son téléphone. Voilà. Non, c'est vrai, honnêtement, ma plus grande fierté, c'est d'avoir des gens qui croient en moi autant que je crois en eux. Et c'est vraiment, encore une fois, je disais ce truc de fédérer, etc. Ça me touche énormément au quotidien. C'est quelque chose que, j'ai beaucoup de chance. J'ai beaucoup de chance et je suis très très reconnaissant de ça, vraiment. C'est d'être aussi bien entouré et de faire ce taf avec des gens qui croient vraiment en moi. Ça n'a pas toujours été le cas et c'est très important pour moi. Si quelqu'un découvre le podcast aujourd'hui, t'aimerais qu'il ressente quoi en le regardant? Qu'il s'y retrouve en fait dans les interviews, que ce soit pas toutes les interviews parce qu'on peut pas aimer tous les épisodes, toutes les personnalités ou toutes les personnes qui viennent sur le podcast, mais qui choisissent son épisode et qui se disent tiens là ça me plaît et j'ai envie d'écouter ses valeurs, j'ai envie d'écouter cette personne et je veux qu'ils trouvent que l'ADA elle est belle parce qu'on y met beaucoup d'énergie. T'as envie de satisfaire tout le monde? C'est une très bonne question. Ouais, j'ai envie que ça plaise effectivement à un grand nombre, ça c'est clair. Après, je pense qu'on peut jamais satisfaire tout le monde, comme je disais sur les critiques juste avant, et c'est complètement ok. Après, par contre, j'ai envie de provoquer quelque chose chez tout le monde, je pense. J'ai envie que chaque épisode touche une partie du monde entre guillemets et trouve son public, parce que chaque épisode ne trouvera pas forcément son public. Parce que voilà, ça touche des fois une certaine communauté, une certaine valeur, voilà. Mais je pense que effectivement, j'ai envie que au moins un des épisodes sur tous les épisodes qu'on produira feront écho chez quelqu'un, ouais. Ouais, j'ai envie vraiment d'être assez large. Et du coup, tu penses que là, avec ces épisodes, tu t'apprêtes à toucher du bout des doigts cet objectif? Ouais, je pense qu'on y va, on y va. En tout cas, c'est le but. Après, j'essaie vraiment de fermer les yeux là-dessus et de faire les choses en me disant on verra. Mais j'essaie, ouais. Et toi, si tu pouvais parler à la version de toi qui a commencé, tu lui dirais quoi aujourd'hui? C'est une très bonne question aussi. C'est très dur parce que
Je dirais en fait continue, et surtout n'aie pas peur je pense. C'est vraiment un truc, ouais, n'aie pas peur, fonce. Retrouve cette énergie entre guillemets que t'avais justement quand t'as lancé tout ça. Genre de toute façon t'as rien à perdre, t'as juste à gagner. Si cet épisode qu'on est en train de tourner, ou même celui qu'on a tourné avec Claire Cambier, c'était le dernier que tu as enregistré, toi tu dirais quoi? Ce sera pas le dernier. Merci Melchior. Merci Tom. Perfect. Je te fais un hug parce que